Et notre invité du journal, Fiston Moussamba, cadre jeune de l'UDPS, à qui j'ai dit bonsoir Fiston Moussamba. Bonsoir monsieur le journaliste. J'espère que vous vous portez très bien. Je me porte bien. Ouvrons notre entretien avec les dossiers Matata qui sème un amalgame au vu au su de la population congolaise. Certains d'entre la population se disent Matata est acquitté de ces dossiers. Bouka Malonzo, qu'en dites-vous et quel aperçu avez-vous sur ces dossiers? Bon, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, monsieur le journaliste. Je pense que en tant que juriste, nous avons l'obligation d'éclairer la population parce que il y a beaucoup de points de vue qui sont donnés par rapport à cette question. Exactement. J'ai suivi personnellement beaucoup de personnes qui disent qu'aujourd'hui Matata est blanchi et qu'il n'y aura aucune poursuite contre lui. Mais seulement je tiens à porter la lumière quant à ça, parce que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre, s'est déclarée incompétente parce que selon elle, elle a estimé que Matata Mponyo n'est plus Premier ministre, c'était un ancien Premier ministre, et que sa compétence ne s'est limitée qu'au président de la République et au Premier ministre en fonction. Justement, quel est l'organe ou l'institut, l'institution habilitée à régler ces problèmes ou à donner un dernier verdict à ces dossiers? Bon, avant d'arriver à la juridiction compétente au stade actuel pour juger Matata, je dirais d'abord que les gens cessent de se faire une confusion. Parce que quand on parle de l'incompétence, lorsqu'une juridiction se déclare incompétente, c'est-à-dire qu'on est encore sur la forme, ce qu'on appelle le fait de non-recevoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore attaqué les fonds. Si il arrivait que la Cour constitutionnelle s'est déclarée par rapport à une exception qui concerne les fonds, notamment la prescription. La prescription ou l'extinction de l'action publique, on pourrait dire que Matata a été blanchi. Mais au stade actuel, l'exception qui a été soulevée ne concerne pas les fonds, c'est une exception qui se limite sur la forme, ce qu'on appelle le fait de non-recevoir. Alors, au stade actuel, étant donné que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, il y a de ceux-là qui disent que les constituants congolais n'ont pas prévu un régime qui concerne le Premier ministre, l'ancien Premier ministre notamment, par rapport aux poursuites qui peuvent être lancées contre lui. Mais seulement je tiens à dire ici que, d'abord de principe, il ne peut y avoir un délinquant sans juste naturel. Toute personne, peu importe qui vous êtes, lorsque vous commettez un forfait, il y aura toujours un juge qui va vous juger. Que les gens ne se disent pas que Matata est blanchi et qu'actuellement, il n'y a aucune juridiction qui peut les juger. D'abord, ce que je dirais ici, c'est que Matata Mponyo, parce qu'aujourd'hui, on a un petit souci dans le sens que Matata Mponyo, non seulement il était ancien Premier ministre, mais actuellement, il est sénateur. Mais éclairer vraiment l'opinion avec cette question, mais quelle est la juridiction qui peut vraiment atteindre M. Matata Mponyo jusqu'à présent? Bon, d'abord, monsieur au conseil des journalistes, mais j'ai suivi l'un de ses avocats, M. Laurent Onyema, qui a déclaré tout haut qu'au stade actuel, il n'y a aucune juridiction qui est compétente pour juger Matata Mponyo. Et il a lancé un défi à quiconque. De ces faits, il est blanchi, on peut dire. C'est selon ses avocats. Mais moi, je déclare aussi, si haut, que je suis prêt d'affronter M. Laurent Onyema dans un débat contradictoire pour lui prouver réellement qu'aujourd'hui, Matata Mponyo est encore poursuivable. Au stade actuel, étant donné que la Cour s'est déclarée incompétente, je pense que Matata Mponyo, si par exemple Matata Mponyo n'était pas sénateur actuellement, je pense de mon point de vue qu'il serait même justiciable au regard de faits qu'il a commis, devant les tribunaux des grandes instances comme le Sécamer l'a été. Alors étant donné qu'aujourd'hui qu'il est sénateur, il jouit du privilège de juridiction d'un sénateur. C'est pourquoi aujourd'hui il est possible qu'il soit poursuivi devant la Cour de cassation. Et même à la limite, que les gens ne se trompent à la limite, et même si à la Cour de cassation, par, je ne sais pas moi, par quelle magie se déclare incompétente, on sera au stade. D'après vous, la Cour constitutionnelle n'a pas fait dans son choix est préjudiciable, s'il faudrait le dire. Bon, d'abord, n'est pas judiciable. D'abord, la Cour constitutionnelle
comme on l'a dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Si on est légaliste, nous devons nous soumettre à la légalité. Les hauts juges, la haute juridiction a rendu un arrêt, et nous, en tant que juristes, en tant que partisans de la légalité, nous devons nous soumettre à cette vérité judiciaire. Mais c'est non. Moi, je suis venu ici pour éclairer l'opinion. Comme je le disais, que Matata Ponyo au stade actuel, étant donné qu'il est ancien Premier ministre, il doit être jugé à la Cour de cassation parce qu'il bénéficie des privilèges de juridiction en tant que sénateur. Et même si, comme je voulais le dire, même si, par la mesure du possible, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation arrivait à se déclarer elle aussi incompétente, Matata Ponyo sera toujours jugé. Là, on sera maintenant dans les cas de ce qu'on appelle les règlements des juges. C'est-à-dire la Cour de cassation pourra se réunir et prendre un règlement des juges pour désigner finalement les juges naturels de M. Matata. Donc il finira toujours par être jugé. Mais aujourd'hui, entamons un peu ce dossier RAM qui ravage vraiment les poches de la population congolaise avec ces taxes. D'après vous, étant un homme des droits juristes, qu'avez-vous comme vision ou regard à ces dossiers RAM qui ne cessent de faire pleurnicher la population? Bon, par rapport au dossier RAM, je pense que ce dossier, on en a tellement beaucoup parlé. Je pense que les ministres des tutelles étaient au Parlement par rapport à une question orale avec débat. Ils ont discuté avec les députés nationaux, ils ont posé un certain nombre de questions et le ministre a fourni les éléments de réponse. Les députés ont estimé selon eux que les ministres avaient rencontré leurs préoccupations. Et au stade actuel, je pense qu'il y a certaines mesures qui sont en train d'être mises en place pour alléger certaines. D'après vous, quelle est l'instance qui peut mettre la main sur ces dossiers entre l'IGF, donc l'Inspection Générale des Finances, et l'Assemblée Nationale? D'après vous, quelle est l'instance qui peut bien mettre sa main? Bon, l'Assemblée nationale fait ce qu'on appelle en droit les contrôles politiques, notamment sur les établissements publics, sur les gouvernements, sur, je dirais, tous les services publics. Donc là où il y a le fonds de l'État, l'Assemblée nationale a le devoir de faire ce qu'on appelle les contrôles politiques. Je pense au stade actuel, c'est l'Assemblée nationale qui était donc l'organe compétent, pour connaître ces dossiers. Et je pense que les mesures sont en train d'être prises. Je pense qu'on a suivi dernièrement. Les téléphones GD ne sont plus concernés par cette mesure. Il ne reste que les téléphones 4G et consorts qui sont concernés. Je pense qu'on a allégé cette mesure d'une manière ou d'une autre. Je reviens à vous, mais prenons tout de suite les sociétés minières évoluant à l'est de la République démocratique du Congo qui sont en transformation progressive et coopérative. Suivez. C'est un rapport accablant de l'Assemblée nationale qui révèle la ruse des sociétés minières déguisées en coopératives. Au cours de la plénière de ce mercredi 17 novembre 2021, à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont passé au peigne fin le rapport de la mission effectuée dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, du 8 au 14 septembre par les députés, consécutivement aux dénonciations relatives à l'exploitation illicite des minerais dans ces coins du pays par des étrangers. Une affaire qui est à la base d'un tollé ayant occasionné plusieurs mouvements de protestation par la population locale, mais également la question orale avec débat du député Lutundula Okito Didier à l'endroit de la ministre nationale des Mines. Dans ces rapports, il a été constaté plusieurs entorses dont en voici quelques-unes. Ces sociétés minières exploitant des façons industrielles se sont déguisées en coopératives qui, en principe, exercent des activités artisanales et sont mises à un autre régime. Elles spolient ainsi l'État congolais sous la protection des services publics. Au moins 6 entreprises sont directement citées. La plupart de ces sociétés minières n'ont conclu aucun cahier des charges avec les communautés locales. Les rares qui se sont conformés n'ont jamais respecté les clauses. Les champs et les étangs piscicoles des communautés locales sont détruits en faveur des activités d'exploitation de ces sociétés. Les pollutions des eaux ont sérieusement détérioré les rapports entre les sociétés d'exploitation minière, principalement gérées par les étrangers et les communautés locales.
Les mouvements de protestation des populations contre ces pratiques ont entraîné des arrestations arbitraires. Certains membres de la société civile du territoire Mwenga ont été enlevés et des pertes de vies humaines dans les deux camps sont à déplorer. Le 20 août dernier, les autorités provinciales du Sud Kivu avaient décidé de surseoir toutes les activités d'entreprises chinoises soupçonnées d'abus, manifestes et multiples dans l'exploitation des sites aurifères dans les territoires des Mwenga. Décision curieusement contestée par la ministre nationale des Mines. Je reviens